Pipelette. 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 Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. On le sait, la maladie change notre corps, le regard que l'on porte sur lui. Il passe par beaucoup d'étapes, chirurgie, mastectomie parfois, chimio, alopécie. Et il passe aussi par les mains du corps médical. On se retrouve à nu plusieurs fois par mois devant des médecins, sans parler bien sûr de l'endroit même où le cancer se loge, la poitrine, un des symboles de la féminité. Dans cet épisode, on va parler du corps, de notre rapport au corps et comment on se le réapproprie, après être passé par la case cancer. Aujourd'hui, on en discute avec Sitiaka, touchée par un cancer du sein HER2 positif à 31 ans, qui déteste les cafards. Exactement. Mais qui adore voyager en solo. Exactement. Et Fanny, touchée par un cancer du sein HER2 positif à 34 ans. Bonjour. Qui déteste le pamplemousse. Oui. Mais qui adore danser. Ah oui. On associe souvent la féminité avec le maquillage, les cheveux longs, la poitrine. Quand le cancer du sein débarque, il vient bouleverser tout ça. Est-ce que vous, c'est la vision que vous aviez de la féminité avant d'être touchée par la maladie ? Les filles, quelle vision vous aviez de la féminité avant le cancer ? Alors, moi, la féminité, pour moi, c'était plutôt une attitude plutôt que les seins, les cheveux longs. Moi, j'ai toujours adoré les cheveux courts. J'ai toujours été fan des nanas qui avaient les cheveux courts. C'est vraiment, comme la nouvelle Miss France d'ailleurs, c'est vrai. un truc que j'ai toujours adoré. Donc, ça n'a jamais été vraiment ce symbole de féminité. Et oui, les seins, c'est parce que c'est sexualisé, mais c'est pas forcément féminin. Pour moi, c'est vraiment plus une attitude, la façon dont on se tient. C'est qui on est, en fait. C'est tout bête, hein, qui on est à l'intérieur qui rend sexy et qui rend femme. Voilà, c'était ça pour moi. Et toi, Fanny ? Moi, je pense qu'au contraire, avant la maladie, j'avais une vision de la féminité qui était un petit peu plus conventionnelle. Et c'est la maladie qui m'a fait explorer une autre féminité. Donc, j'étais très classique, entre guillemets, toujours les cheveux longs. Je pense que j'ai eu les cheveux longs quasiment toute ma vie. Je suis dans le maquillage et j'ai toujours aimé me maquiller. Et c'était même un besoin de me maquiller. J'assumais pas forcément de sortir sans maquillage avant de tomber malade. Et j'ai toujours aimé m'apprêter, m'habiller, me mettre des bijoux, des accessoires, etc. Donc, je suis d'accord aujourd'hui avec la vision qu'a Cynthia, mais avant de tomber malade, j'avais pas vraiment cette vision-là. Donc, ça a évolué pendant mon cancer. Et aujourd'hui, la féminité, par exemple, si tu devais la décrire, tu la décrirais comment du coup ? La féminité, aujourd'hui, je la vois effectivement comme une attitude, comme un état d'esprit, comme ce qu'on peut transmettre aux autres et comment on peut exprimer certaines parties de soi et comment, d'un jour à l'autre, on peut exprimer une autre partie de soi, parce qu'il y a autant de types de féminité que de femmes sur Terre, et pas que des femmes d'ailleurs. Et puis, je l'ai exploré sur d'autres critères. Moi, par exemple, les cheveux courts, tout comme la Miss France, j'étais très très contente d'ailleurs que ce soit une Miss France aux cheveux courts qui soit élue. On était toutes très contentes. Ah oui, les cheveux courts, je les ai adoptés depuis la repousse de mes cheveux. Et contre toute attente, j'ai l'impression que ça a révélé une partie de ma féminité que j'avais jamais explorée auparavant. Et je me suis jamais sentie aussi femme, voire aussi fatale par moment qu'avec mes cheveux courts. Donc, je ne sais plus quelle était ta question de base. Ça, c'est normal. Non, alors du coup, ma prochaine question, ça serait, est-ce que par contre, donc là maintenant tu as cette vision-là, est-ce que pendant les traitements, tu en as souffert parce que tu avais les cheveux très longs et que du coup, tu as dû te couper les cheveux très courts ? Est-ce que ça a été pour toi le symbole de la féminité qui était un peu qui s'arrêtait ? Parce que tu as dit que tu avais changé là-dessus, mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu étais en traitement, tu l'as mal vécu ? Bizarrement, non. Au contraire, encore une fois, je me suis vraiment surprise moi-même. Si on m'avait dit quelques années ou quelques mois avant le diagnostic de mon cancer que j'allais prendre les choses comme ça, j'aurais été très étonnée. Mais quand on m'a annoncé que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais forcément faire une chimio alopéciente, j'avais les cheveux très longs. Et plutôt que de me dire, mon Dieu, au secours, je vais perdre ma féminité, je vais
je vais perdre mon identité. Et je me suis dit, c'est trop cool quand même. Je vais découvrir une partie de moi que je connais pas. Je vais pouvoir toucher mon crâne. Et je l'ai pris comme ça dès le début. Et finalement, aussi par le fait que j'ai associé beaucoup de sens à mon cancer dès le moment du diagnostic, je l'ai vécu comme une expérience et j'étais sans cesse dans l'observation, dans le test, dans l'amusement. Et je me suis beaucoup amusée, que ce soit avec les foulards, les accessoires. J'en portais de temps en temps avant, mais là, j'en ai vraiment fait une habitude et j'ai explosé le budget foulard, je pense, dès la première semaine de chimio. J'ai encore plus joué, bien sûr, avec le make-up. J'ai aussi découvert une autre acceptation de moi-même parce que pour la première fois de ma vie, je pense, c'est pendant mes chimios que j'ai assumé le fait de sortir même démaquillée ou de m'exposer sans maquillage, chose que je ne faisais pas avant, ou alors très très rarement, ou alors avec beaucoup de gêne. Là, alors que j'étais chauve, sans cils, sans sourcils, je pouvais sans problème me montrer à nu, sans maquillage, et me sentir quand même bien dans mon corps. Donc, j'ai pas souffert de cette perte de cheveux, et justement, je me suis dit que croire que la féminité se cachait dans une longue chevelure, c'était pas forcément vrai. Et toi, du coup, donc tu avais déjà l'image de la féminité qui était différente de ce qu'on a abordé avec les cheveux longs. Mais pendant les traitements, est-ce qu'il y a des choses qui quand même t'ont fait souffrir, qui ont touché ta féminité Moi, ce qui m'a le plus touchée dans ma féminité, parce que quand j'ai perdu mes cheveux, c'était pas vraiment un sujet. Je me suis dit, je vais en profiter pour réduire la longueur de mes cheveux petit à petit, parce que j'avais un gros afro et du coup, j'ai fait des coupes que j'osais pas faire parce que ça m'a permis de tester des nouvelles coupes. Ça m'a permis de tester parce que les cheveux afro, ça met du temps à pousser. Du coup, ça, c'était pas forcément un problème. Moi, ce qui m'a le plus touchée dans ma féminité, même si je disais tout à l'heure que le rapport au sein n'était pas si important que ça, c'est que j'ai eu une mastectomie avec une reconstruction immédiate et qu'en fait, la reconstruction immédiate s'est faite sans la remontée du sein contralatéral, avec une prothèse qui était beaucoup trop grosse pour moi. Je faisais un bonnet D avant et du coup, j'avais mon sein gauche qui n'était pas reconstruit, qui n'a pas eu de cancer, qui tombait naturellement, voilà. Et le sein droit, du coup, qui était remonté comme ça, qui était beaucoup trop gros et qui me gênait physiquement. Et en fait, je me reconnaissais pas du tout. Et je trouve que c'est ça le drame, moi, dans la reconstruction immédiate, c'est qu'on nous vend parfois quelque chose qui va être une solution, on va pas voir, c'est mieux et tout ça, et puis on est jeune, donc c'est la solution la plus efficace. Et donc moi, j'y ai un petit peu cru, j'y ai carrément cru quand on me l'a proposé. Sauf que quand l'heure est venue de se réveiller et d'être confronté au résultat, en fait, j'ai un sein en haut, un sein plus en bas, donc en plus, il n'y avait pas le téton de l'autre côté, pas du tout de sensation. La sensation des cordes qui tirent en dessous, hyper désagréable. Je me mets sur le ventre, ça s'aplatit pas, donc tu tombes un peu comme ça, c'est très désagréable. Et ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, en fait, j'ai commencé à me recroqueviller en fait sur moi-même parce que j'avais pas envie que les gens voient. J'avais pas envie que les gens voient la différence, et du coup, j'ai commencé à développer cette très mauvaise posture pendant longtemps où j'étais de plus en plus les avachie. Épaules qui rentrent. Je me rentre alors que c'est pas du tout une position. Moi, comme je disais tout à l'heure, la féminité, c'est dans la posture, c'est la façon dont on se tient. Donc moi, je marchais toujours très fière, en talons, voilà. Et là, du coup, tout d'un coup, je suis comme ça, je suis un peu rabougrée. Et ça m'avait un peu touchée dans ma féminité, parce que du coup, j'avais perdu le contrôle. Je pense que c'était un des premiers trucs où j'avais senti une dissociation avec mon corps que je n'avais jamais eu avant. Vous avez t'as porté toi des perruques ou pas du tout? Donc toi tu disais que ça va assumer les cheveux courts, toi t'as pas du tout porté de perruque? Moi j'ai pas du tout porté de perruque, et c'est une réflexion que je me suis faite dès qu'on m'a dit que j'allais avoir une chimio. Je me suis dit en fait je vais pas mettre de perruque parce que j'ai jamais mis de perruque de ma vie. Dans la communauté noire, les foulards c'est déjà une chose qui est très répandue. Moi j'allais au travail déjà avec des foulards, donc je dis souvent que si j'avais pas annoncé que j'avais un cancer, je pense qu'on n'aurait juste pas vu que j'avais un cancer parce que je venais avec des foulards tellement souvent et j'avais pas envie d'aller en magasin, d'avoir chaud. J'imaginais un truc hyper désagréable, donc je pas du tout ça m'a même pas traversé l'idée de mettre une perruque, quoi. Et toi du coup tu disais que tu avais joué avec les foulards, est-ce que tu as aussi essayé des perruques ou pas du tout? Oui, au tout début, quand je savais pas encore comment j'allais réagir devant ma tête nue, donc avant même que je décide de raser les cheveux, j'avais pris rendez-vous pour tester des perruques dans les lieux appropriés, et
j'en ai fait des moments d'amusement en plus parce que je trouvais ça rigolo et je pense que ça me permettait aussi de dédramatiser, même si au fond j'avais l'impression de l'accueillir sereinement, mais j'essayais de préparer le terrain pour potentiellement une mauvaise réaction au moment du rasage de cheveux. Et finalement, j'ai jamais eu ma perruque, c'est-à-dire que l'endroit où j'ai commandé ma perruque a mis énormément de temps à me la livrer. C'est dommage. C'est finalement tant mieux, Ou pas, mais tant mieux ou pas, mais il m'avait quand même donné une perruque de remplacement pour attendre ma vraie perruque. Et cette perruque, je l'ai peut-être mise 1 ou 2 fois pour voir. J'avais peut-être fait 1 ou 2 restos avec, mais je me sentais pas à l'aise. T'étais pas à l'aise, ouais. Je me sentais pas à l'aise, j'avais l'impression d'être déguisée. Et puis c'est comme un déguisement, quoi. Voilà, ça tient chaud, ce que j'allais te dire. Ouais, j'avais chaud, ça gratte. Quand tu l'enlèves, t'as le crâne suintant, puis t'as des marques. Enfin, ça m'allait pas du tout. Et au final, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, soit à jouer avec les turbans, à les assortir avec mon maquillage, avec mes tenues, soit vraiment à assumer le crâne nu à l'air. Et d'être coquette quand même avec un crâne nu, en fait. Ouais. Et de me sentir même encore plus canon, chauve, qu'avec ma perruque. Donc, Et t'as fait comme Cynthia, t'as coupé aussi, faire plusieurs coupes avant de perdre tes cheveux? Parce que tu dis que t'avais les cheveux très très longs. Donc, Oui, j'avais les cheveux longs. J'avais fait un petit carré avant de commencer ma première chimio. J'ai pris la décision de ne pas me raser les cheveux avant de faire la chimio, comme certaines personnes décident de le faire. Je voulais vraiment vivre la chute des cheveux, au moins une fois. Je voulais ressentir ce que ça faisait. Et je m'étais promis que dès la première poignée de cheveux dans ma main, j'allais raser le jour même ou le lendemain. Donc j'ai attendu 2 semaines après la première chimio pour avoir cette fameuse poignée de cheveux. Et oui, entre-temps, j'ai juste fait un carré. Et avec le recul, je me dis, vraiment dommage. À l'époque, je connaissais pas l'existence, et j'y ai même pas pensé, je connaissais pas l'existence des associations qui récupèrent des dons de cheveux pour faire des perruques. Ah ouais, c'est vrai. Et avec le recul, je me dis, t'avais les cheveux assez longs quand même pour faire un sacré don, et j'y ai pas pensé, ou en tout cas, j'en avais pas connaissance. Donc, si un jour là, je suis en train de réfléchir à potentiellement me laisser pousser un peu les cheveux, mais je pense que je reviendrai au cours quoi qu'il arrive. Et le don de cheveux, c'est quelque chose qui reste que tu referas, que tu feras du coup. Que je ferai, je pense un jour. Ouais. Et toi, t'as attendu aussi que ça tombe, ou t'as rasé quand t'as eu l'annonce? Non, moi j'ai coupé petit à petit, et puis j'avais mon neveu avec qui j'étais très proche, qui avait 10 ans à l'époque, et qui avait une petite coupe là, un peu d'Iroquois là, comme ça. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Je vais faire la même. Voilà. Comme ça, on était comme des jumeaux, donc c'était très bien. Et après la première chimio, je crois que c'était 2-3 semaines après la première chimio, là, mes cheveux ont commencé à tomber. Et comme je mettais déjà un foulard, en fait, c'était pas vraiment... je m'y attendais pas, en fait. C'est tombé d'un coup, en fait, quand j'ai enlevé mon foulard. Et on serre le foulard devant. Et du coup, j'ai enlevé mon foulard. Et en fait, il y a un pan de cheveux qui est parti d'un coup. Et là, ça a été un choc. Ouais, ça n'a pas dû être facile. Là, ça a été un choc. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mon meilleur ami qui habitait à 15 minutes. Je lui ai dit, viens avec ta tondeuse. Viens me raser, s'il te plaît, et tout ça. Et vraiment, c'était un choc. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, j'avais vraiment ce gros trou au-dessus de la tête. Et là, en fait, ça, tout de suite, la maladie devient plus réelle parce que les gens me voyaient, ils faisaient pas trop attention. Et puis là, tout d'un coup, dans ta famille, t'arrives 2 jours plus tard sans cheveux. Et je dis toujours que la maladie se voit dans le regard de l'autre, malheureusement, parce que nous, on se voit pas. Mais quand les autres nous voient, et puis là, ils regardent, et puis tu vois dans leurs yeux que là, c'est vraiment réel. Et là, ça commence à faire un petit coup psychologique. Donc, moi, c'était vraiment ce truc-là de voir en tout cas le cheveu tomber, où je me suis dit, là, les choses sérieuses commencent. Ouais, ça a été dur, en fait, que tu perdes une mèche comme ça, une grosse mèche d'un coup. Ouais, exactement. Là, je me suis dit, OK, là, on est dans le dur, on est dans le vif du sujet. Là. Ouais. Et en plus, on est dans le vif dans le sens où moi, j'ai eu vraiment une mastectomie avec une reconstruction immédiate, et on m'a bien fait comprendre que la chimiothérapie, c'était juste parce que j'étais jeune. Juste parce que je suis jeune, on va vous donner de la chimiothérapie. Donc pour moi, c'était en plus un truc qui n'était pas forcément indispensable. Et comme le cheveu, c'est la mort de la cellule saine, au final, je me dis, quelles autres cellules sont en train de mourir parce qu'on me donne une chose qui n'est pas indispensable. Et donc après, tu as le teint qui pâlit, tu as les ongles qui se noircissent, tu vois tout ça. Je me dis, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire? Et du coup, j'avais toutes ces questions choses en plus dans la tête, et on voit son corps...
vraiment s'évanouir un petit peu, nous échapper. Et du coup, il y avait avec la réalité des cheveux qui tombent, c'est tout ça qui Parce ça qu'on rentre, parle quoi. des cheveux, il y a aussi, comme on le sait, les cils et les sourcils qui font aussi. C'est vrai qu'on a toutes après le même regard en fait, qui est très creusé. Exactement. Est-ce que du coup, tu avais une petite astuce maquillage, tu utilisais quelque chose ou Pas du tout. Alors moi, j'ai décidé de pas me maquiller pendant toutes mes D'accord. chimiothérapies. Je me suis maquillée que quand j'allais au travail, mais sinon, en Sinon, tu te chimio, maquillais pas. j'y allais pas du tout parce que je voulais être le plus saine possible. En fait, ça c'était ton un corps. choix personnel. Et je le précise, je ne suis pas docteur, c'est un choix personnel. J'ai décidé de jeûner pendant mes chimiothérapies. C'est quelque chose que j'aborde dans mon livre, Le guide du cancer du sein, où je parle longuement du jeûne parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. D'accord. Et c'était un choix très personnel. Et en fait, à partir du moment où je jeûnais, donc il y a le côté alimentaire du jeûne, mais pour moi, ça allait au-delà de l'alimentation, ça allait vraiment sur tout ce que je mettais sur mon corps, justement, pour donner la chance vraiment d'évacuer toutes ces chimiothérapies. Donc, j'avais décidé de plus me maquiller, je mettais pas de vernis et je regardais pas la télé, j'utilisais plus mon téléphone. Ah oui, c'était vraiment, tu te mettais en condition. J'étais en condition du direct, quoi. On est dans le truc. Donc, j'ai pas mis on va au chimio, je me mets en condition, voilà. c'est OK. C'était vraiment les événements exceptionnels, comme j'ai eu un mariage, par exemple, pendant le jour d'après une chimio. Donc là, je me suis maquillée. À la dernière chimio, là, je me suis maquillée, mais sinon, pendant, je me maquillais pas. D'accord. Toi, donc, tu es dans le make-up. Complètement opposé complet. Donc, toi, j'imagine que tu te maquillais. Ah, mais les chimios, je débarquais pimpée comme jamais. Alors, toi, c'était le rendez-vous. Je débarquais le rendez-vous du mois. Avec fossiles et tout. Alors, ah ouais. pas tout le temps, mais les premières, je débarquais pimpée comme jamais. Ouais. J'avais envie. C'était un petit peu, j'avais l'impression de faire un pied de nez au cancer en me disant c'est pas parce que j'ai un cancer et c'est pas parce que je vais passer quelques heures à être branchée et à avoir de la chimio que j'ai envie de laisser tomber une de mes passions et de pas avoir envie de me faire plaisir. Et moi, vraiment, me maquiller, ça reste un plaisir. Et ça restait un plaisir pendant mes traitements. J'avais l'impression de me donner plus de force. Oui, tu te préparais à aller au combat. Enfin, toi, c'était ta façon de te préparer. C'est ça. Et vraiment, je me suis amusée avec mon nouveau look. En fait, ce côté, j'ai plus de cheveux. J'avais l'impression que je pouvais oser encore plus certains maquillages et que ça donnait toute une autre dimension à mes looks maquillage. Après, je ne l'ai pas tout le temps fait. Sur la fin de mes Taxol, je sentais vraiment que la fatigue s'installait de plus en plus. Et j'avais plus envie. Peut-être que sur les 4-5 dernières Taxol, je me maquillais plus, je m'habillais même plus. Enfin, j'étais vraiment en mode jogging à fond, mais j'étais pas pour autant mal dans ma peau. C'est ça que c'était. Non, c'était le confort que tu avais choisi et que tu n'avais pas envie. Voilà, je me sentais mieux comme ça. Par contre, les radiothérapies, alors là, j'ai vraiment exagéré en termes de maquillage. Ah ouais. En fait, les radiothérapies, je me suis dit, bon, t'as 33 séances de radiothérapie, qu'est-ce qui pourrait rendre les choses un petit peu plus fun et qu'est-ce qui pourrait me donner un objectif quotidien? Et en fait, tous les jours, j'avais joué en plus sur mon compte Instagram, tous les jours, je tirais au sort une couleur. Et je partageais cette couleur en story et je disais, aujourd'hui, je vais me faire un maquillage de cette couleur. Et c'était des maquillages très souvent qui frôlait l'artistique. Ouais, je m'en souviens. Et c'était un challenge 33, je sais plus comment j'avais appelé ça. Et il y avait plusieurs personnes qui me suivaient, qui jouaient le jeu en même temps, donc c'était assez rigolo, mais je débarquais en radiothérapie avec des strass, avec des paillettes, avec des fossiles jusque-là, et tous les jours, du coup, le corps médical était là. Alors, c'est quelle couleur aujourd'hui? Ils sont prêtés au jeu. C'était sympa. Alors, pareil, sur les 33 séances, j'ai dû sauter quelques jours quand vraiment je me sentais pas en forme, mais ça me faisait plaisir. Ouais, c'était un jeu pour toi. Enfin, c'était une façon de rendre la radiothérapie un peu plus sympa. Exactement. Du coup, on a bien compris que vous aviez un protocole différent. Est-ce que vous avez en tout cas des astuces pour les pinkettes qui nous écoutent, que ça soit des filles qui aiment le maquillage ou non? Est-ce qu'il y a des petites astuces perso que vous pouvez leur donner par rapport à la féminité, toujours pour soit garder sa féminité, soit comment en fait s'accepter avec cette nouvelle féminité? Moi, je dirais, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui te fait du bien, en fait. Se questionner sur qu'est-ce qui te fait du bien.
Qu'est-ce qui, même avant de tomber malade, parce que je dis toujours qu'on ne perd pas sa personnalité parce qu'on est malade, hein, ça c'est important de le savoir, donc de ne pas s'oublier dans sa maladie et se demander qu'est-ce qui se fait du bien et de se mettre à son avantage. Donc moi, c'était ne pas me maquiller et d'aller à la chimio comme ça. Fanny mettait du maquillage, donc grand bien lui fasse. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment... je prenais l'opportunité d'apprendre à mieux me connaître et vraiment de rester qui j'avais envie d'être à ce moment-là. Donc je pense que c'était peut-être ça mon petit réconfort, on va dire. Ouais, ta petite astuce, ça serait de rester qui on est en fait. Ouais, de rester qui on est, mais parfois en fait j'ai l'impression qu'on ne sait même pas qui on est avant de tomber malade et qu'on le découvre pendant la maladie et de vraiment prendre ce temps-là pour réfléchir en fait au-delà des attentes qu'on pense que les gens ont de nous, de se dire pour nous vraiment qu'est-ce qu'on veut faire pour nous à ce moment-là et d'y aller comme ça, quoi. À bien des égards, je suis totalement d'accord avec ça. Bah oui, voilà, c'était sûr. Non, mais voilà, je pense qu'on n'a pas eu le même protocole, mais je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on est alignés. J'ai la sensation aussi que le cancer m'a permis de révéler vraiment qui je suis et d'assumer pleinement qui je suis. Et effectivement, je trouve qu'il n'y a pas un conseil beauté ou make-up ou quoi bien défini. Le but, c'est de se sentir en confort, bien, de faire des choses qui nous font plaisir. Si notre objectif, c'est de se sentir peut-être pimpé ou maquillé ou bien habillé pour aller faire ses traitements, faisons ça. Mais si à l'inverse, on a envie de mettre toutes ses chances de son côté pour être la plus clean, entre guillemets, possible, faire des détox, des jeûnes, etc. Enfin, je pense vraiment qu'il faut suivre son envie. Parfois, les conseils qu'on peut nous donner dans tous les sens, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a des choses même qui rentrent en contradiction. Enfin, des choses qu'on nous déconseille de faire et pourtant qu'on a envie de faire. Et on se dit, si je le fais, est-ce que je me tire une balle dans le pied? Est-ce que ça veut dire que les traitements vont moins fonctionner? Je pense quand même que même si c'est important d'écouter le corps médical, c'est bien aussi de s'écouter soi et de chercher à la fois le bien-être, à la fois le plaisir. Et puis on est toutes différentes. Oui, bien on est sûr. toutes différentes, donc forcément, il y en a, il y a des choses qui vont faire plaisir à l'une et pas à l'autre. On le voit bien, là pour les séances par exemple de chimio. Et je pense que vous avez entièrement raison en disant il faut s'écouter. Et c'est pas parce qu'on va voir peut-être plein de personnes porter des perruques qu'il faut porter une perruque si on s'en sent pas. En Exactement. tout cas, c'est comme le sujet de l'alopécie. Moi, pour le coup, j'ai mon association dont le but est de permettre aux personnes d'assumer leur crâne nu. Mais pour autant, si quelqu'un n'a pas envie de se dévoiler crâne nu et estime qu'elle se sent plus à l'aise avec un foulard ou avec une perruque, qu'elle fasse ça. On n'est pas tous et toutes obligés de se sentir à l'aise en public, le crâne à l'air. bien sûr. L'idée, c'est d'être De s'écouter, bien. ouais. Voilà, d'être bien avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ressent et de pas se forcer à faire les choses parce que... Oui, déjà, on va en soi-disant, traitement. c'est mieux. Oui. C'est pas toujours facile. Donc d'y aller le plus naturellement possible et de se sentir bien. Fait. C'est votre Tout à fait. conseil. Tout à fait. Oui. Alors, on arrive à la fin de cette première partie de l'épisode. Et si on doit retenir une chose, c'est bien que la féminité, ce n'est pas des nénés et des cheveux, mais c'est bien plus que ça. On a vu aussi qu'il existe plein de solutions pour se sentir femme et belle durant la maladie. Alors, merci les filles pour cet échange autour de ce sujet. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'épisode. Alors là, on va parler de rapport au corps et comment accepter que son corps soit autant manipulé par le corps médical. D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à très vite.